Bonjour et bienvenue sur le podcast Un peignoir au ciné, un podcast qui vous est proposé par le Club Ado de Saint-Étienne-de-Darès, une émission dont le nom et les sujets font débat, car oui, si certains d'entre nous sont très fiers du nom Un peignoir au ciné, d'autres ne sont pas encore tout à fait convaincus par le titre. Alors ce podcast, c'est quoi ? Tout simplement, on se pose en peignoir, bien sûr, et on regarde un film ou une série ensemble, et ensuite on débat. Nous ne débattons pas du film ou de la série en tant que cinéphiles, mais nous essayons de débattre de sujets de société, moraux ou philosophiques que nous avons pu voir. Nous vous présentons ici nos points de vue, basés parfois sur nos expériences ou nos valeurs. Le tout, c'est de discuter de sujets qui comptent pour nous, entre potes, et de passer un bon moment ensemble. D'ailleurs, installez-vous confortablement, un peignoir au ciné va commencer. Pour ce deuxième épisode, nous allons traiter des sujets abordés par la série Dans leur regard ou en anglais When They See Us, une mini-série de 4 épisodes disponible sur Netflix. Dans cette série inspirée de faits réels, le cauchemar commence quand 5 ados de Harlem se retrouvent accusés à tort d'une violente agression à Central Park en 1989. Une affaire qui avait suscité à l'époque beaucoup d'intérêt auprès de toute la presse et des médias, mais aussi des pouvoirs politiques et des personnalités publiques. Nous suivons alors ces 5 adolescents lors de leur arrestation, leur interrogatoire et leur procès qui va les mener tout droit en prison alors qu'il n'y a aucune preuve. Une fois leur condamnation terminée, nous allons les suivre dans leur réinsertion 10 ans après leur arrestation. C'est malheureusement plus de 15 ans après leur arrestation que ces jeunes seront finalement reconnus innocents. Donc c'est parti pour un petit tour de table pour nous présenter à vous. Donc salut, moi c'est Nathan et j'ai 16 ans. Salut, moi c'est Chloé et j'ai 27 ans. Salut, moi c'est Marie et j'ai 14 ans. Salut, moi c'est Samuel et j'ai 15 ans. Et aujourd'hui, nous allons accueillir notre premier invité. Salut, c'est Alexa, j'ai 20 ans et je suis une ancienne ado du Club Ado. Et c'est parti pour la première question. Si cette affaire se passait aujourd'hui, comment serait-elle traitée sur les réseaux sociaux ? Pensez-vous que les réseaux sociaux auraient pu influencer cette affaire si elle s'était déroulée aujourd'hui ? Que pensez-vous de l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui pour des procès ou des affaires encore au stade d'enquête ? Est-ce que vous avez déjà pu constater ces derniers jours, ces derniers mois ou années des affaires qui étaient juste encore de l'ordre de l'accusation ou quelqu'un avait porté plainte par exemple contre une célébrité ou quoi, et au final il y avait déjà eu un procès presque qui avait été fait sur les réseaux sociaux et la personne était déjà reconnue coupable ou innocent alors qu'on n'était toujours pas passé devant le tribunal. Et est-ce que vous pensez que cette affaire, si elle s'était passée avec l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Comment ça aurait pu impacter potentiellement ou pas cette affaire ? Bah ouais. Et moi, je vois souvent, parce que je suis quand même un peu, des affaires sur des footballeurs qui sont, je sais pas comment dire. Accusés, ouais, d'agression sexuelle ou quoi. Et aussi, bon ça c'est pas du tout le même sujet, mais Johnny Depp avec oui. Amber Heard. Ouais, tout à fait. Ouais, et du coup, par rapport à, est-ce que t'as pu constater que on mettait un peu parfois la charrue avant les bœufs, on terminait l'affaire un peu vite et la personne était reconnue vite coupable ou à l'inverse était innocentée alors qu'il y avait pas de preuve non plus de son innocence. Ah bah oui, par exemple, du coup, je vais prendre un footballeur. Si c'est un footballeur qui, il a l'air sympa, quoi. On va pas dire ouais, lui, c'est un agresseur et tout. Alors que si c'est un joueur qui peut être un peu agressif sur le terrain ou quoi, on va tout de suite dire ouais, lui, c'était sûr. Je ne m'y attendais pas, quoi. Ouais, ok. Donc vraiment, les gens ont un pouvoir. Ils se permettent de condamner quelqu'un par rapport à des ressentis qu'ils ont sur des personnalités publiques. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut parler de la présence des réseaux sociaux là-dessus ? Est-ce que vous avez déjà pu voir quelqu'un, une personnalité publique ? Je pense que Johnny Depp, c'est peut-être pas mal. À l'époque de l'affaire d'Amber Heard, il y avait quand même eu un déferlement sur lui. Je crois qu'il avait quand même perdu en image. Et est-ce que vous pensez que du coup ces jeunes auraient pu être condamnés par Twitter ? S'il y avait eu Twitter à l'époque où ces jeunes ont été accusés, vous pensez qu'il se serait passé quoi ? Est-ce que vous pensez que les gens seraient exprimés sur le sujet ? Il y aurait forcément eu peut-être des témoins qui ont vu des scènes qui pourraient témoigner de ce qui s'est passé, et donc peut-être que ça aurait fait plus parler dans les réseaux sociaux, mais aussi
au niveau de la justice, ne pas condamner directement et avoir vraiment l'avis de tous les témoins qui auraient pu avoir les images de la scène entière. Ah oui, toi, tu prends plutôt le postulat positif des réseaux sociaux dans ce genre d'affaires. Oui, oui. Bah, il y a eu pas mal de mouvements ces dernières années pour défendre des communautés qui étaient un peu opprimées. Je sais pas si vous avez des affaires un peu en tête ou des communautés, des mouvements, même des hashtags. Ben, il y a le Black Lives Matter. Ouais. Oh, c'était il y a longtemps, ça. Ben, c'est encore d'actualité avec des pilotes de Formule 1. Il y a Lewis Hamilton qui, lui, a eu beaucoup de racisme dans sa carrière et il fait beaucoup parler par ses actes, mais je trouve ça super que lui ne soit pas un peu, comment dire, il n'ait pas eu la haine que les gens sur les réseaux sociaux donnent, mais plutôt l'encouragement qu'il y a autour. Et est-ce que du coup vous pensez que ces jeunes, éventuellement, si ça se passait aujourd'hui, ils auraient pu du coup peut-être bénéficier d'un mouvement un peu comme ça, Black Lives Matter, je sais pas si c'était le mouvement approprié, mais vous pensez qu'ils auraient pu avoir un mouvement comme ça qui serait créé pour les défendre? Oui, je pense. Ouais. Oui. Ah oui. Et est-ce que ça a du poids vraiment, vous pensez, ces mouvements-là devant un tribunal et un procès lorsqu'il y a avocats, jurés? Est-ce que vous pensez que ce qui a pu être dit par des hashtags et tout ça, ça a vraiment du poids? En vrai, si les gens s'ils commencent à beaucoup se rassembler ou quoi, je pense que oui, mais si les gens en parlent vite fait sur les réseaux ou quoi, je pense pas. Ok, il faut qu'il y ait un vrai engouement et une vraie énergie de la part des gens. Je pense. Ok. Est-ce que ça vous parle des stars, par exemple, qui ont bénéficié de ça ces dernières années? Même par exemple pour être émancipés d'un parent, tuteur, une chanteuse blonde, américaine. Vous avez toujours pas? Très populaire dans les années 2000. Oops, I did it again. Non? Non. Britney Spears? J'écoute pas. Vous connaissez pas Britney Spears? Si, moi je connais. Alors, je connais, non, mais en soi, ça me dit que j'écoute pas, quoi. Ok. Bah, en fait, l'affaire, c'est que pendant 15 ans, elle a été sous la tutelle de son père, mais vraiment une tutelle ferme, ça te parle? Ah, ça parle avec ça. Elle a été sous la tutelle de son père, et en fait, pendant 15 ans, mais de façon complètement abusive, et du coup, sa fanbase, qui est vraiment énorme, hein, il y a vraiment des gros fans de Britney Spears, et ils ont pas arrêté, en fait, de harceler le Twitter de hashtag Britney Spears, Free Britney, enfin voilà. Et du coup, il y a un procès qui a eu lieu grâce à ça, en fait. Grâce à, du coup, ce que les fans ont fait sur les réseaux sociaux, et du coup, Britney est aujourd'hui libre, et une femme indépendante. Ok, donc on part plutôt sur le postulat que ça aurait été peut-être positif finalement les réseaux sociaux dans le cas de cette affaire. Ok. Est-ce que quelqu'un veut lire la prochaine question? Samuel? Allez, Samish. Donald Trump, lors de son intervention, explique qu'il est pour le retour de la peine de mort. Prenons pour exemple cette affaire. Sommes-nous pour la peine de mort? Attention, le ça dépend ne peut pas être une réponse à cette question. Ouais, parce qu'on peut pas être. Ça dépend. Enfin, quand on est pour la peine de mort, on l'est ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de. Ça dépend. Alors, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la peine de mort? Bah oui, mais ça dépend. Non, il n'y a pas de ça dépend. Ça veut dire oui. Mais vas-y, explique ton propos. mais genre les gens qui ont tué des gens, déjà eux, bon. À part si ils ont des, je sais pas, ils ont des troubles psychologiques ou quoi, mais s'ils font ça pour le plaisir, bon, la prison, je suis pas sûre que ça soit, je sais pas. Ok. Mais pas genre pour un cas de genre pour un groupe de personnes très restreint. Ok. Genre pas pour un vol, tu vois, genre. Ah ouais. Donc toi, tu penses plutôt au meurtre, récidiviste peut-être, plusieurs meurtres. Ouais. Ok. Donc dans des cas, donc en fait, oui, t'es pour la peine de mort dans des cas très spécifiques. Ça serait plutôt ça. Ok. Ben, ce serait un peu dans des cas qui seraient égales à la peine. En fait, si forcément s'il y a quelqu'un qui vole, la peine de mort, elle est même pas envisageable, même pas. Elle doit avoir eu l'idée d'avoir ça. Mais une personne qui a vraiment fait des actes qui mériterait une sentence plus lourde que juste des années de prison, pour moi, il faudrait qu'il y ait ça, mais vraiment dans des cas où peut pas y avoir plus, quoi. Ok. Sam? Bah, moi, je suis pas d'accord parce que je trouve ça bizarre que
ok, quelqu'un il tue une autre personne. Genre, c'est comme si quelqu'un il tuait ma mère. J'aimerais qu'il meure, mais c'est pas en tuant quelqu'un que ça va apprendre aux autres qu'il faut pas tuer quelqu'un. Enfin, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Bah, Régler, un enfant tape quelqu'un, tu vas pas lui apprendre à pas bah, taper tu en le vas pas tapant. le retaper. Ok. Adexa. Bah moi, pour le coup, ce serait plutôt non. Parce que, bah, même si la personne, elle a tué, elle a fait des crimes odieux, etc., bah, on est un peu personne pour décider de vie ou de mort sur quelqu'un. Euh, donc, comme disait Maë, peut-être qu'il y a des problèmes psychologiques derrière. Donc, peut-être amener les personnes dans ces cas-là bah, vers des maisons spécialisées pour justement essayer essayer de les soigner. Bon, après, ça dépend, bien évidemment, mais je serais pas pour la peine de mort. Après avoir vu cette série, du coup, qui arrête des jeunes qui sont innocents, bah, nous, en tant que téléspectateurs, quand on regarde cette série, dès le début, en fait, on sait qu'ils sont innocents. La série a pas décidé de jouer le truc ou il nous laisse un peu dans un doute ou un flou. Donc, on est biaisé tout de suite, on a tout de suite de la compatie, de la compassion, pour ces jeunes, puisqu'on, tout de suite, on sait qu'ils sont innocents. Mais du coup, on voit bien que la justice, c'est pas parfaite, qu'elle peut se tromper. Vous auriez pas peur, du coup, que si on utilise la peine de mort, 10 ans après, en fait, le vrai coupable se dénonce ou une technologie permette de travailler mieux l'ADN, j'en sais rien, vous auriez pas peur de ça? Ouais, pour moi, justement, la peine de mort, faut que ça soit vraiment très réfléchi. Et pour moi, c'est des actes, peut-être à répétition. Enfin, je sais pas si on pourrait faire ça comme ça, mais Ok. Un cinquième meurtre et la peine de mort offerte. Un bon. non, mais enfin, un truc dans le genre, mais faut que ça soit très très rare, quoi. C'est quoi c'est pourquoi que tu veux cette peine de mort pour ces personnes-là? C'est à titre de punition? C'est parce que tu estimes que ces personnes, au final, elles ont aucune once d'humanité, et les gens qui ont aucune once d'humanité, ça sert à rien de les garder? Ou de toute façon, on peut pas les sauver parce qu'ils récidivent sans cesse? C'est quoi qui t'amène à ça? Et il pourrait recommencer. Enfin, Ouais, c'est vraiment et puis même surtout, moi je parle, enfin, je sais pas, les proches ou quoi, moi tu tues quelqu'un de ma famille, genre tu crèves bien fort, quoi. Mm. Au bûcher. Oui, ok. Voilà. Ok. Mais est-ce que tu crois que la justice doit fonctionner par émotion? Non, mais justement, c'est pour ça que je dis, ouais, il faut que ça soit très rare. Enfin, c'est, par exemple, je sais pas moi, peut-être pas que je prends cet exemple, mais bref. Je sais pas moi, par exemple, Hitler, il serait pas suicidé, bah, la peine de mort, je pense que ce serait la moindre des choses. Ok. Mais au final, il s'est suicidé. Oui, Donc, mais est-ce que par exemple, le suicide d'Hitler, c'est pas un peu le questionnement du fait que c'est presque un cadeau? Enfin, non, justement, il s'est suicidé pour pas aller en prison, genre, pour être, et du coup, est-ce que tu crois pas qu'il préférait la peine de mort que la prison vu qu'il a décidé de se suicider? bah, écoute, je sais pas. Non, moi non plus. Je lui, en l'occurrence, pas posé la question. Mais non, t'as pas le sentiment que c'est potentiellement plus facile à vivre une fin de vie que 30 ans de prison ferme? Ouais, moi, j'aimerais pas passer 50 ans, ou je sais pas, comment on dit, au sursis, ça? Non. Non, Perpétuité. perpétuité, ouais, c'est ça, la perpétuité. Moi, j'aimerais pas, hein. Ouais, entre les deux, si tu sais que tu sortiras plus jamais, bon. Bah, en fait, oui, voilà, autant mourir. Enfin, c'est mourir en prison ou mourir maintenant, je vois pas quoi la différence, hein. Après, un truc qui est vraiment incompréhensif, c'est les peines de prison de plus de 100 ans. Genre, dans des pays, il y a des peines de prison qui s'accumulent avec des actes et que ça arrive à des 200 ans de prison ferme. Oui. Et dans ces cas-là, tu sais que la personne, même si elle fait des actes bien en prison où ça pourrait réduire une peine, forcément, elle peut pas réduire 200 ans de prison. Et dans ce cas-là, la peine de mort pourrait être imaginée. Parce que c'est pas, genre, pour prendre 200 ans, il faut avoir fait des choses vraiment qui ont été prouvées, qui ont été vraiment analysées beaucoup plus d'une dizaine de fois, quoi. Ok. Sam? Mais du coup, là, dans ce que tu dis, ça veut dire que toi, t'as dit que t'étais pour la peine de mort. Mais si vous tuez la personne, après, on peut pas savoir si elle va s'améliorer en prison ou pas.
Mais le truc, c'est que si elle s'améliore en prison, mais qu'elle a pris perpétuité, dans tous les cas, la justice a dit qu'elle prendrait perpétuité. Les réductions de peine, je crois que c'est que quand tu prends une peine avec vraiment un nombre, par exemple 30 ans de prison, tu pourrais la réduire avec une bonne conduite en prison. Mais perpétuité, c'est donné très rarement pour des actes horribles. Je sais que, par exemple, pour perpétuité, il y a des crimes contre l'humanité, par exemple. Ça, c'est condamné à perpétuité. Même si tu vas être sage en prison, tu vas parler avec les gardes tu vas être gentil, tu vas faire des boulots et tout, t'as fait un crime contre l'humanité. T'as pas volé dans la supérette d'à côté. Et du coup, tu penses pas que c'est justement plus punitif les 30 ans de prison, 50, 60 ans, enfin, à vivre, que la peine de mort? Bah après, ça, c'est surtout une question d'espace. Parce qu'on sait que en ce moment, toutes les prisons sont vraiment bondées à bloc et que il y a des gens qui prennent perpétuité et qui vraiment ne méritent pas d'avoir des. En plus, la prison s'améliore. Les conditions de vie en prison s'améliorent beaucoup. Ben, comparé à avant, je trouve que la prison, c'est moins une punition que avant. Pourquoi tu dis ça? Mais je trouve que les gens qui ont fait des actes, qui ont été punis pour des actes, ont des privilèges comparé à d'autres. C'est-à-dire? Ben, je sais qu'il y en a qui ont le droit à des aménagements dans des cellules, c'est genre selon des prisons, c'est plus des cellules, c'est un peu des chambres. Donc voilà, moi c'est surtout sur ce côté-là que. Ok. Du coup, pour toi, une prison efficace, c'est un minimum de confort. Donc, une privation de liberté, évidemment, c'est le principe même de la prison. Et en plus de cette privation de liberté qui est la première punition, un manque fort et puissant de confort. Ben c'est surtout relatif aux actes. Ok. Parce que moi je trouve que il y a des criminels qui ont fait des actes plus gros que d'autres et pour l'instant ils ont plus d'aménagement que d'autres. D'accord. Par exemple, ceux qui vont rester 2 mois en prison, ils vont avoir moins de. Bon, on va leur dire, ben tu restes que 2 mois, tu te rends compte de ce que t'as. D'accord. Okay. Et donc je me dis que il y a une grosse différence entre des gens qui ont fait des actes et d'autres. Ok. Donc le confort, est-ce que tu as le droit en prison? Donc j'imagine la télé, un lit double, enfin ce genre de détails correspond à la gravité ou non de ton crime. Donc, Ouais. toi tu ferais quelque chose comme ça. Et crime contre l'humanité, case peine de mort. Ouais. Ok. Alexa, est-ce que tu veux dire plus là-dessus? Maë? Bah moi je suis du même avec Nathan. Ok. Voilà. Ok. Un classement par peine en fait. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait classifier les peines, enfin les crimes. Ben classer, ça dépend parce que tout acte interdit par la loi, c'est jamais les mêmes. Mais ouais, il faudrait peut-être faire des échelons. Ok, d'accord. Et du coup, Maë, tu donnerais cette responsabilité à qui? Parce que du coup, il faut bien charger quelqu'un de dire bah lui il va mourir quoi. Je sais pas, mais pas à moi en tout cas. Ben en soi, oui, non, je sais pas, bah au juge, hein, je sais pas. Peut-être pas au juge, mais pas sur le moment quand il se fait. Le coup de marteau. Ouais. Ouais, peut-être il va en prison quelques semaines et après on dit vraiment le verdict final quoi. Ok. Ça va passer difficilement cette façon de faire la justice, je pense. Je sais pas comment, mais je sais pas. Procès en 3 parties. Non, mais je sais pas, mais enfin bref. Ok, donc la partie tribunal serait la partie principale et après ça serait les spin-offs. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Quelqu'un d'autre peut lire la prochaine question. Trouvons-nous que l'accès à la justice et à la défense est équitable dans la série et dans la vraie vie? Est-ce que vous trouvez que ces jeunes ont été correctement défendus, qu'ils ont eu un accès juste en fait à un avocat? Bah ouais. Ah bah non, bah clairement pas. Pourquoi? Bah déjà ils sont mineurs donc je pense qu'il y a quand même des règles à suivre avec les mineurs et je trouve qu'ils l'ont pas respecté. Enfin ils ont
pas maltraité, mais un peu quand même. Enfin, un peu. Oui, un peu quand même. Ok. Et est-ce qu'au niveau des avocats, je sais pas si vous vous rappelez quelles sont par exemple les spécialités des avocats, Samish? Moi, je voulais dire que chaque adolescent, ils n'avaient pas les mêmes moyens pour acheter un avocat. Acheter un avocat? Je sais pas comment dire. Payer un avocat? Payer Faire un appel à avocat. Ouais. Ils n'avaient pas les mêmes budgets. Du coup, il y avait par exemple un adolescent qui avait un avocat qui était pas du tout spécialisé dans ça, qui était spécialisé dans les divorces, je crois. Oui, c'est ça, ouais, dans les divorces. Ouais. Donc déjà là, c'était pas équitable. Et voilà. Ouais. Et globalement, vous pensez que voilà l'accès à la défense, parce que du coup on a tous un droit d'être défendu quand on est accusé. Vous pensez que c'est fait de façon correcte, équitable au global? Peut-être Nanou? Il a été tardif pour moi. Parce que dans le cas où eux, ils ont été interpellés et mis en garde à vue et interrogatoire, normalement, avant l'interrogatoire, ils doivent demander le droit à l'avocat et à la défense. Or là, ils l'ont pas demandé. Ils ont essayé de... Les policiers, on l'a vu dans la série, que ils ont essayé de presque bâcler leur interrogatoire, mais pour avoir le plus d'informations possible avant qu'il y ait des avocats qui puissent leur dire t'as le droit de dire ça, il faudrait pas que tu le dises, ou des choses comme ça. Et je trouve que les policiers, dans ce rôle-là, ils ont commis des sortes de... ils ont enfreint les règles des adolescents et c'est inconcevable. Tout à fait. Oui, leurs droits ont été complètement bafoués au moment des arrestations. Bah ouais. Ben voilà, je parle pas de la série, mais dans le monde en général. Mhm. Mais déjà, quand t'as des revenus assez conséquents, je pense que c'est quand même plus pas protégé, mais plus Mieux accompagné? ouais, Ok. je pense. Tu penses que tu bénéficies Par exemple, c'est une situation imaginaire, mais quelqu'un de, je sais pas comment dire, du tiers-état, je sais pas comment dire. la populace? La populace, voilà, je sais pas, elle a fait un truc avec une personne célèbre ou quoi, bah je pense que la personne célèbre, elle va plus s'en tirer d'affaire que la populace. Oui. Bah, je pense que dans le cas de Johnny Depp, par exemple, qui avait été accusé de violence conjugale, il y a peu de chances qu'il ait eu le petit avocat vite fait spécialisé en Voilà, divorce du quartier, quoi. Enfin, non, a priori. Et est-ce que vous pensez, enfin, quand on vous parle de justice, tribunal, tout ça, est-ce que pour vous, cette notion d'équité, d'égalité, elle est essentielle? Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait dans ces cas-là mettre en place, peut-être, pour avoir plus d'égalité, du coup, au niveau de la défense? Vas-y, Samuel. Du coup, moi, je pense que il faudrait que tout le monde soit égaux face à la justice. Par exemple, donc ce que je disais par rapport aux moyens, si on a des moyens plus bas ou plus hauts, il faudrait que tout le monde ait par exemple le même avocat, pas des avocats moins spécialisés ou plus spécialisés. Il faudrait que ça soit tout le monde pareil, parce que sinon, Vas-y, Nathan. Mais en fait, les avocats, c'est des entreprises privées. Et pour moi, il devrait y avoir dans les tribunaux une sorte de cellule d'avocats qui devrait être un peu donnée aux personnes qui sont je sais pas comment dire, mais je crois que ça existe déjà. Je crois que c'est les avocats commis d'office. Ah oui, c'est ça. Pardon. Vas-y, Alexa. Bah du coup, je reprends ce que a dit Samuel par rapport à l'équité que tout le monde devrait avoir face à la justice. En effet, quand on n'a pas d'avocat, il y en a qui sont commis d'office du coup, et donc c'est des avocats, je sais pas comment dire, mais qui te sont imposés, pris comme ça en fait, et spécialisés dans justement tout ce qui est
dans l'affaire concernée, Ouais. quoi. Mais c'est pas des avocats qui vont être dans un cabinet, qui vont avoir une réputation, etc. C'est plus des avocats qui sont là parce que justement t'en as besoin parce que tu n'as pas d'avocat. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il faudrait arrêter les avocats à titre privé, dans ces cas-là, qui travaillent leur renommée, comme tu disais Alexa, leur réputation, et du coup partir sur des avocats commis d'office de façon systématique? On arrête en fait de par ses moyens d'aller acheter un avocat, d'aller payer un grand avocat, et en fait t'as une affaire, c'est celui-là qui t'est... Oui. Bah en soi oui et non parce que moi je pense que pour des affaires comme ça, tout ce qui est crime, etc. Ce serait bien d'avoir que des avocats commis d'office parce que du coup c'est des avocats qui sont neutres vu qu'on ne les connaît pas. Bah il y a pas, je vais pas dire une affinité, mais si tu connais déjà ton avocat, enfin, je sais pas trop comment, je sais pas trop comment expliquer ça, mais non, je saurais pas dire. Ok. Ce serait plus en fait équitable parce que justement il est là et il y a les faits et il se consacre que à ça, tu vois. Ouais. Alors que après garder les avocats pour tout ce qui est après divorce, etc. Pourquoi pas. Mais après pour tout ce qui est criminel, je pense que ce serait bien d'avoir les avocats commis d'office du coup Ouais. Ok. pour l'équité. Ce sera une grosse restructuration dans le monde de la justice, mais potentiellement ça pourrait du coup aider. Ok. Est-ce que d'autres personnes veulent parler de l'égalité et l'équité en termes de justice? Ok. Qui veut lire la prochaine question? Sam, t'as pas lu, je crois. Si, je viens de lire. Ah, c'est attends. Pardon, excuse-moi. Donc c'est que pensez-vous des conditions de vie en prison? Est-elle équitable? Est-ce humain de vivre de cette façon? Et que pensez-vous des gardes et de l'isolement? Ouais, là la question se porte vraiment plus sur du coup le personnage de Corée. Oui. Ouais, et qui est très touchant et du coup qui se retrouve à l'isolement, un peu sur sa demande en fait. Enfin, c'est même lui qui demande. Oui, l'isolement. Ouais. Et qu'est-ce que vous en avez pensé vous de l'isolement? Mais ouais, Je veux parler de l'isolement, mais d'abord, attends, un truc. vas-y. Mais du coup, Corey, il va aller en isolement pour échapper au brut de la prison. Et après, il va à l'isolement. Mais du coup, je pense que l'isolement, c'est pas un bon moyen parce qu'on voit qu'à la fin, il est un peu fou. Et du coup, en prison, faudrait plus restructurer les gens qui se tapent. Enfin, genre, t'es policier, tu vois, les gens qui se tapent en prison. Alors, ok, c'est la prison, il y a peut-être des criminels ou quoi, mais faut quand même que ça soit carré, je pense. Bah, c'est pas normal que tu finisses avec des potentiels coups de couteau, quoi. Voilà, surtout en prison, quoi. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Samish? Ben, du coup, dans la série, il y a des policiers, mais justement, c'est tout le contraire. Vu que c'est Corée, il a été accusé d'avoir violé et tué, Pas tué. presque tué une femme, de l'avoir Laissé pour mort. voilà. Ouais. Et ben les policiers, ils soutiennent même les autres prisonniers qui vont taper Corée. Et ça à 2 reprises, je crois, dans la première prison et ensuite dans l'autre prison, c'est encore pire, où il donne des coups de couteau dans le visage et qu'il a failli mourir. Donc voilà. Nanou? Et après, je trouve que l'isolement en lui-même, il est plutôt... c'est un isolement, mais il devrait y avoir 2 types d'isolement. L'isolement qui est forcé par les gardes, donc, qui est relatif à des actions commises et tout, et un isolement demandé par un prisonnier. Parce qu'on voit un isolement de Corée qui demande l'isolement, mais la cellule, il y a, quand on l'a vu, il y a pas de clim, il fait super chaud, c'est dans le noir, alors qu'il demande juste d'être tranquille vis-à-vis des autres. Donc il devrait y avoir une cellule isolée des autres, mais comme les autres. Et qui est-ce qui serait du coup légitime pour avoir accès du coup à cet isolement sécuritaire plus que punitif? Comment tu peux en bénéficier? Est-ce que juste tu dis je veux l'isolement? Est-ce que tu vois comment ça se passerait?
Ben si les gardes ils ont constaté qu'il y a des violences par exemple, cette personne, moi je trouve qu'elle doit être accompagnée à un isolement sécurisé et pas un isolement comme ceux qui par exemple l'auraient tapé et qui seraient allés en isolement parce qu'ils sont violents. En fait, là-dedans, tout le monde part à l'isolement. Celui qui est tapé isolement sécurité, les autres isolement punitif, quoi. Parce que je trouve que là c'est plus une punition alors que c'est lui qui s'est fait agresser. Oui, tout à fait. Et par rapport aux gardes, moi, il y a un truc qui m'a un peu frappé, c'est ce garde du coup qui est gentil avec Corée, qu'on va même retrouver dans 2 prisons différentes. C'est fou de se dire du coup que c'est presque de l'ordre de l'exceptionnel, on a l'impression, cette gentillesse des gardes, tellement qu'on se souvient de lui du coup. Qu'est-ce que vous pensez du coup potentiellement de la profession de alors comment ça s'appelle, garde de prison, gardien de prison, de ce métier? Oui, ouais. Ben du coup, la profession, comme tu dis, c'est le seul gentil en soi. Mais je pense pas que les prisons ils devraient engager des gens qui sont pas comme lui là, comme le gentil, parce que je pense que la prison, si les gardes ils sont gentils ou pas gentils, je pense que c'est pas la même prison. Ok. Et du coup, toi, tu serais plutôt favorable à avoir des gardes bienveillants et humains envers les prisonniers ou plutôt des gardes pas bienveillants et gentils, mais faut pas qu'ils se fassent marcher sur les doigts, quoi. Ouais, ok. Ouais, ce juste milieu entre ne pas être un gros méchant pour être poli et ne pas se faire marcher dessus. Ok. Quelqu'un d'autre veut parler de ça? On va passer à la prochaine question. Les journalistes, ils appliquent souvent cette fameuse règle, loi de la proximité dans le choix de leurs articles, des sujets qu'ils vont traiter. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En gros, c'est le principe, si tu es un journaliste pour TF1 ou n'importe quel journal, il vaut mieux que tu choisisses de parler du chien qui est décédé dans la rue du quartier plutôt que de parler de 10 000 morts qui sont décédés à l'autre bout du monde dans un terrible séisme. Ça a été prouvé, les gens sont davantage affectés par quelque chose qui se passe en bas de chez eux, la mort d'un chien, que par 10 000 personnes autour du monde. Est-ce que vous, dans votre façon de consommer l'actualité, c'est quelque chose où, en y réfléchissant, vous dites « Ah oui, tiens, c'est vrai ». Est-ce que quand une info passe, une guerre, je ne sais où dans le monde, il y a plein d'endroits malheureusement à prendre comme exemple, ça vous touche vraiment quand vous voyez les chiffres de 1000, 200, enfin tous ces chiffres de morts? Est-ce que vous êtes effectivement détaché de tout ça? Quel est votre rapport à cette loi de la proximité? Ouais. Mais en vrai, je pense que on est quand même plus touché quand il y a un truc qui nous concerne ou il y a un truc qui nous concerne dans le truc un petit peu. Ouais, ça va. Oui, il faut que humainement, tu puisses connaître les personnes éventuellement ou pas connaître, mais je sais pas comment dire, mais il y a une question d'identification peut-être qui se fait plus quand c'est quelqu'un en France. Ouais, mais par exemple, je sais pas si je peux le dire, mais il y a un gars dans ma classe, il est, comment on dit, Libanais. Libanais et quand en histoire-géographie ou quoi, quand on parle du Gaza et de Liban, il est pas très, il est pas bien, quoi. Oui. Alors que il est pas forcément né là-bas, mais. Et toi, à l'inverse, quand on parle de la bande de Gaza, le Liban, tout ça, ça me touche, mais pas de la même manière. Ouais. Ok. Et est-ce que vous pensez que c'est un peu grave finalement le fait que les journalistes décident volontairement parfois de pas parler d'attentats ou de crimes qui peuvent se tenir dans le monde? Oui, Samish. Je trouve que c'est un peu grave parce que t'as l'impression que du coup tout va bien dans le monde alors que finalement il y a des guerres qui se passent un peu partout dans le monde. Alors que toi, dans la France, on dit qu'il y a une mort là, ça va t'attrister et tout, alors que à côté, il y a des milliers de gens qui sont tués. Et, genre par exemple en Ukraine, ils en ont parlé pendant un mois, puis après depuis ils disent un peu des fois aux infos, mais ça passe sous la trappe maintenant. Ouais. Enfin, ils en parlent pas autant qu'avant.
alors que c'est toujours la même chose. Et pourquoi tu penses qu'ils en parlent plus? Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est pourquoi ils en ont autant parlé au début, parce qu'en fait, des guerres, il y en a partout dans le monde. Alors pourquoi tu penses que l'Ukraine a au début suscité autant d'intérêt? Maë? Bah déjà parce que je pense que c'est pas loin de la France et que bah la Russie c'est le plus grand pays du monde. Bah oui, je pense le plus vaste. C'est le plus vaste. Ouais, le ok, plus- oui. ouais, Oui, ça dépend quel terme on met Mais c'est une des derrière. grandes puissances ouais, mondiales voilà, c'est en ça. construction. Et que purée, Ah, excuse-moi. Ça va peut-être revenir. Alexa? Moi, j'avais entendu que au tout début de cette guerre, ils avaient dit que ça allait être l'affaire de 2-3 mois et pas plus. Et là, bah, finalement, non, en fait. On est plus sur 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils en ont fait un gros sujet au début, parce que justement, c'était... oui, la Russie, elle dit que ça va être 2-3 mois et c'est plié. Et alors que, bah, en fait, pas du tout. Parce que du coup, bah, la France, enfin, tout ça s'est mis à aider, etc. Et du coup, je pense que ils ont arrêté d'en parler parce que peut-être c'est, comment dire? Ça dure depuis trop longtemps? Oui. Et du coup, ils ont essayé de tamiser un peu ça pour, je sais pas, mais ils ont essayé Je pense qu'il y a une question de lassitude. Non, mais ils ont un peu essayé de mettre l'affaire en fait sous le tapis pour dire non, mais ça va le faire. Ok. Et, voilà. Ok. Nanou? Ben en fait, moi qui suis en spécialité géopolitique, j'ai eu beaucoup de liens avec toutes les actualités russes et ukrainiennes. Et en fait, la Russie, elle espérait vraiment une guerre éclair, c'est comme ça que ça s'appelle, une guerre éclair, qui fait que en fait l'Ukraine ne s'y aurait pas attendu, mais en fait la résistance ukrainienne a fait que il y a eu beaucoup d'actualité sur cette résistance parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. On pensait que l'Ukraine elle allait couler directement, alors que pas du tout. Elle a réussi à s'en sortir et c'est impressionnant. Mais cette guerre éclair, en fait, elle a permis au monde entier de reconnaître un pays qui n'était pas si connu que ça avant. Et le fait que on en parle moins dans l'actualité, c'est en fait pas qu'on en parle moins, c'est juste que c'est pas autant vu qu'avant. Vu qu'en fait, ce qui était vu, c'était pas la guerre, mais plutôt l'impact qui a été d'un coup propulsé dans tout le monde d'une guerre. Vraiment, elle a été dénoncée comme une guerre d'un coup. Alors qu'en réalité, ça dure depuis 2014 et on le savait, ben non, on le savait pas. Genre, moi en 2014, j'étais loin de penser qu'il y avait une guerre ou quoi. Et en fait, ce qui fait que ça fait vraiment un boom d'actualité, c'est la résistance ukrainienne et le fait du mot guerre. Ok. Et oui. Ouais. Et puis qu'on pouvait accoler. En fait, avant, c'était presque de l'ordre de la guerre froide. Sauf que du coup, visuellement, bah, une guerre froide, se passe pas grand-chose. Alors si, mais pas visuel. Alors que des bombardements, ça, par contre, ça a du poids, quoi. Ok, c'était hyper intéressant. Mais moi, c'était pour un peu rejoindre les propos d'Alexa. Et je pense que déjà, les médias, ils voulaient mettre un peu l'affaire sous le tapis. Et aussi, je pense que au début, les gens, je pense que c'était comme un choc, mais ils disent, ouais, il y a une guerre, il y aura peut-être la Troisième Guerre mondiale, tu vois, et tout. Même on en parle maintenant encore. Et je pense que maintenant, les gens, c'est pas qu'ils se sont habitués à la situation, mais ça dure depuis tellement longtemps et que les médias, je pense qu'ils ont tamisé le truc aussi, parce que je pense que les gens, c'est pas qu'ils en avaient marre d'entendre tout le temps les mêmes trucs, mais au fur et à mesure, c'est toujours les mêmes trucs qui revenaient. Du coup, je me dis que là, peut-être que les gens, ils ont peut-être arrêté de regarder et que les médias, ils ont voulu Et oui, parce que les médias, ils doivent garder l'audience, les lecteurs, voilà, ça reste des entreprises, donc ils doivent faire de l'argent. Nathan? Et la dernière grosse actualité de l'Ukraine par rapport à nous, la France,
et que les médias se sont tout de suite emparés. C'est les derniers mots d'Emmanuel Macron qui a parlé d'envoyer des soldats en Ukraine et qui bizarrement on n'entendait plus parler de l'Ukraine, et dès qu'il a dit ça, notre pays il était concerné, donc il fallait en parler beaucoup, alors que en fait Emmanuel Macron il a juste été pris par la situation et il a balancé ça un peu comme ça, sans derrière avoir réfléchi. D'ailleurs, il s'est fait beaucoup remonter les bretelles par l'Union européenne. Ok. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette question? La loi de la proximité, ou on passe à la question suivante? Non, c'est bon. Question suivante, qui veut la lire? Le papa de l'un des adolescents est absent sur une bonne partie du procès de son fils. Que pensez-vous de son absence? La comprenez-vous? Je sais pas si vous vous rappelez, donc c'est dans le 2e épisode. D'ailleurs, tu te rappelles pas? C'est à la fin de la série, c'est le papa qui est très malade. Ah oui, c'est le papa de qui d'ailleurs? Moi, je suis incapable de dire un prénom. Il y a Antron, j'ai ça comme prénom, je sais même plus lequel c'est. Kevin? Il y a un Kevin, ouais. Ray, je crois. Ouais. Mais du coup, que pensez-vous de l'absence du père au procès de son fils? Est-ce que vous la comprenez, Adexa? Moi, d'après ce que j'ai compris, quand du coup il est arrivé au poste de police parce qu'il a su que son fils avait été arrêté, un des inspecteurs est venu le voir. Et d'après ce que j'ai compris sur cette scène, c'est qu'il avait auparavant eu affaire avec la justice. Peut-être du coup il est allé en prison. Et je pense que du coup il a pas voulu venir au procès et tout ça parce que justement ça lui rappelait son passé. Et il voulait pas revivre tout ça en fait. Je pense que c'est lié à ses propres traumatismes. Nanou? Et aussi, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on l'a vu beaucoup travailler. En fait, tout le temps, quasiment, il faisait tout le temps des heures sup et tout. Et moi, j'ai eu cette pensée de me dire, en fait, ce qu'il fait, il est peut-être pas là comme sa mère a été là, mais en fait, il est de sa présence pour donner de l'argent et essayer de payer l'avocat de son fils et qu'il soit jugé dans des conditions légales et à ses droits. Il n'est pas suffisamment bien dans cette situation psychologiquement pour être présent physiquement, mais pour autant, il n'est pas absent non plus, il n'abandonne pas son fils. Parce que vu qu'il peut pas faire ça, il va le faire autrement, il va apporter son aide autrement et être utile, quoi. Ouais. Mais du coup, après le procès, il a abandonné parce que la mère, elle allait quand même voir son fils à la prison, mais lui non. Donc en soi, il a été présent jusqu'au procès, mais après. Et est-ce que tu crois que c'est pas parce que c'était trop dur pour lui d'aller voir son fils? Après, moi, je peux comprendre parce que imagine du jour au lendemain, tout le monde dit que ton fils il a violé une femme, il l'a frappé. C'est sûr qu'après t'as pas la même vision de ton fils et tu crois qu'il remet en question son fils, enfin qu'il pense qu'il est potentiellement coupable? Ben même la mère, elle le soutient, mais peut-être que tout le monde se demande s'il est vraiment coupable. Et si toute la justice dit que c'est lui qui va en prison et que voilà au procès il était coupable, ben même elle se dit est-ce qu'il l'a vraiment fait? Mais après peut-être elle veut pas y croire. Ouais. Ok. Nanou. Et après moi je me dis aussi son absence à la prison, elle peut aussi être liée à son passé, parce que prenons l'exemple de Corée. Si Corée il se fait taper en prison, il a au sang, il a presque failli mourir, et que il revient 10 ans plus tard dans cette prison, je pense que c'est pas avec le sourire, hein. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'un passé qui vraiment l'a frappé et c'est peut-être même le cas de lui dire beaucoup. Ouais. Et oui, du coup il est toujours marqué par ça, et donc finalement vous comprenez le père, vous êtes pas trop jugeant envers lui. Ok. Question suivante, Samuel. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais c'est pas grave. Si, vas-y. Moi, du coup, ce que je comprends pas sur les actions du père, c'est pourquoi il a abandonné sa femme. Parce que à la fin, on le voit revenir et tout, parce que il est malade, etc. Et
Et du coup, c'est plus ça que je comprends pas. Parce que, ok, il peut abandonner son fils, entre guillemets, parce que c'est peut-être trop dur pour lui. Mais sa femme, enfin, ou alors j'ai peut-être loupé un détail. Et en plus, on dirait qu'il vient par intérêt. C'est Oui. quand il est malade, qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'il va revoir son ex-femme. Mais est-ce que vous pensez pas qu'en fait, il a abandonné sa femme juste parce qu'il avait honte de lui-même de pas avoir réussi à être là physiquement, du coup, pour son fils, et du coup, ne pouvant plus se regarder dans le miroir, et en fait, il a préféré fuir parce qu'il avait trop honte de la façon dont il s'était comporté. Et après, malheureusement, on connaît les moyens de santé aux États-Unis. Quand t'es malade, c'est pas l'hôpital enfin, ça va te coûter des milliers et des cents, et t'es quand même très dépendant de tes proches. Moi, je pense qu'il y avait peut-être cette question de dégoût envers soi-même. Nani? Je crois qu'il le dit à la fin lui-même quand il parle à son fils, quand vraiment il est sur son lit de mort. Il dit à son fils qu'il s'excuse de pas avoir été là. Et je pense que vraiment c'est cette histoire de dégoût par lui-même qui l'a fait se séparer de sa femme. Et je pense que sa femme aussi a eu un jugement négatif sur son mari en lui disant qu'il n'a pas été là, mais que elle a pas vu derrière ce qu'il a fait pour essayer de gagner de l'argent qui a permis de payer un avocat, même si c'est pas le meilleur des avocats. Sam? Et en plus, ça doit être dur pour lui parce que quand son fils il sort de prison, ben directement quand il sait qu'il y a son père à la maison, et ben il dit mais pourquoi il est là lui, il a rien fait pour moi. Donc ça doit être encore plus dur pour lui, que déjà il était dégoûté de lui-même, il trouvait sa vie qu'il avait pourrie et tout, et que là quand son fils arrive, ça rajoute une couche. Bah, cette série, elle parle beaucoup de seconde chance, hein. La seconde chance pour les condamnés, la seconde chance pour le papa. Enfin, il y a quand même beaucoup cette notion de laisser la possibilité à quelqu'un de s'améliorer. Samy, je te laisse la nouvelle question. Ouais, vas-y. La vie doit-elle toujours continuer? L'une des sœurs des adolescents s'empêche de vivre sa vie car son frère est en prison. Pour autant, pensez-vous qu'il faut toujours continuer à vivre quand on vit un deuil ou l'emprisonnement d'un proche? Je sais pas si vous vous souvenez, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la grande sœur de Kevin qui flirte à un moment donné avec un garçon à son travail, et le feeling passe plutôt bien, mais elle refuse finalement d'avoir un date avec lui parce que son petit frère est en prison, et du coup elle le dit, je crois d'ailleurs, hein, j'ai pas le droit d'être heureuse alors que mon petit frère est en prison. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Souvent aussi on dit cette phrase quand à quelqu'un qui perd un proche, il y a cette notion de la vie doit continuer. Est-ce que vous pensez que la vie doit continuer? Bah ouais. Ben là, dans la série, donc Kevin, il a rien fait. La sœur, je pense qu'elle se sent très mal. Je la comprends un peu, mais je pense pas que ça soit que. Je pense qu'au début, ouais, c'est compliqué, mais après, il faut quand même essayer je sais pas comment dire. Aller de l'avant. Ouais, voilà. Mais pour le coup, si s'il va en prison ou je sais pas pour un acte grave ou quoi, mais que elle dit non, mais t'es en prison, vas-y, j'arrête tout. Pour le coup, là, je pense pas que c'est nécessaire de dire ouais, j'arrête tout dans ma vie, quoi. Ok. Alexa. Elle peut se sentir, enfin, elle se sent coupable parce que c'est elle qui a signé la déposition de son frère. Oui. Donc je pense que à ce moment-là, elle a déjà commencé en fait à s'en vouloir parce que son petit frère l'a supplié pour que il rentre, etc. à la maison. Et bah du coup elle voulait juste aider en fait, et c'est pas ce qu'il a condamné, mais en signant en fait cette déposition, Elle a signé son aller en prison, quoi. Ouais. Oui, elle le savait pas, mais oui. Donc je pense que elle s'en veut par rapport à ça, enfin parce que elle pense que du coup c'est sa faute si son petit frère est allé en prison. Et donc je pense que enfin on peut pas dire il faut pas qu'on se dise ça, etc. Parce que je pense que si on était dans la même situation, on le dirait. Parce que, enfin, c'est un peu logique de se dire, bah, j'arrête de vivre parce que mon petit frère est allé en prison, c'est ma faute. Donc, je pense que moi, en tout cas, c'est ce que je me dirais. La vie doit continuer. Ouais. Mais, oui, c'est dur. Mais la vie doit continuer, même après un deuil, etc. C'est difficile, mais il faut aller de l'avant, et voilà. Samish? Ben, moi, je me mets à sa place, et je pense que ça doit être difficile au début. Ouais, c'est comme si quelqu'un
enfin, je prends notre exemple. Un conducteur de bus, il fait un accident et tous les gens dans son bus, ils meurent. Il a ça sur sa conscience toute sa vie. Mais après, peut-être qu'au début, ça doit être hyper compliqué. Mais après, c'est pas parce que t'as fait ça que toi, après, tu dois te pourrir la vie toute ta vie. Parce que ça sent encore pire. Je sais pas comment expliquer, mais moi, s'il m'arrive ça, au début, je sais très bien que je serais peut-être comme la sœur donc de son frère. Du coup, c'est bizarre, cette phrase. De Kevin, la sœur De de Kevin. Kevin. Mais après, je pense que c'est pas pour ça qu'il faut se... Puis le temps fait son œuvre, Bah, petit voilà. à petit. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la question suivante? La prochaine question, c'est dans certains États, aux États-Unis, quand on est accusé, on doit prouver qu'on est innocent. En France, on est innocent tant qu'on n'est pas reconnu coupable. Que pensons-nous de cette différence? Est-ce que vous voulez que En fait, en France, quand tu es accusé, quelqu'un porte plainte contre toi, tu es innocent, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que quand quelqu'un porte plainte contre toi, il va devoir prouver que tu es coupable. À l'inverse, dans certains États aux États-Unis, quand quelqu'un porte plainte contre toi, tu es reconnu presque coupable et c'est à toi de te défendre. Est-ce que tu vois la subtilité? Alors du coup, nous en France, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. À l'inverse, plutôt certains États aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ces notions-là? Est-ce qu'elles vous paraissent importantes? Ben, pour moi, il y a une grosse différence. Ok. Mais il y a aussi, enfin, je pense que c'est quand même mieux du côté de la France parce que tu peux être accusé alors que t'es innocent. Mais par contre, quand toi, par exemple, tu accuses quelqu'un d'avoir fait un truc et que lui, bah du coup, bah il y a pas de preuve qu'il l'incrimine, quoi. Ben là, ça peut être moins, je sais pas comment dire, moins évident, on va dire. Alors que bah du coup, aux États-Unis, ouais, c'est moins évident tout le temps. Ok. Adèxa? Bah, par exemple, dans la série, bah, clairement, il y avait aucune preuve qui incriminait les garçons. Les heures correspondaient pas, les preuves correspondaient pas. Donc, c'était plus, en fait, l'acharnement de la police qui a fait pour que tout coïncide, en fait. Ils se sont débrouillés pour que tout coïncide. Et du coup, c'est ça qui a fait que, ils se sont, fait condamner. Alors que s'ils avaient été innocents jusqu'à preuve du contraire, bah, il y aurait jamais eu de condamnation. Ouais. Nathan? Moi aussi, pour moi, il y a aussi les médias qui rentrent en jeu. Parce que aux États-Unis, les médias, quand ils sortent du tribunal, même la première fois, même quand ils sortent de leur rendez-vous avec leurs avocats, la presse, on voit un titre, c'est ils sont coupables d'un viol, alors que la justice ne les a pas rendus coupables. Et donc moi, c'est ça qui me fait bizarre, c'est qu'en France, on n'aurait pas dit il est coupable de viol, mais il est accusé de viol, mais Oui. le Soupçon d'innocence? présomption d'innocence. Présomption d'innocence, oui. Oui, t'as raison, présomption d'innocence. Et donc moi je trouve que les médias ils jouent beaucoup dans ce rôle quand les affaires elles sont propulsées dans les médias, dans l'actualité. Oui, tout à fait. Sam, est-ce que tu veux t'exprimer sur le sujet? Non, mais je voulais dire la même chose qu'Alexa, Donc, tu appuies complètement les propos d'Alexa. voilà. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la prochaine question? La réalisatrice a choisi de mettre des images d'archives de Donald Trump s'exprimant sur l'affaire à l'époque. Plusieurs personnalités publiques s'exprimaient sur cette affaire. Pourquoi avoir fait le choix de montrer Donald Trump? C'est vraiment des images d'archives. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, notamment à un moment donné dans un commerce, on voit Donald Trump en fond dans une maison aussi qui parle de l'affaire. Donc c'est vraiment des images qu'elle a récupérées de l'époque. Il y avait plein de gens qui s'étaient exprimés à l'époque. Pourquoi avoir pris Donald Trump? Nanou? Mais parce qu'on sait que Donald Trump c'est une personne qui est pas forcément pour l'égalité, même si c'est une personne blanche ou une personne noire de peau. Et en plus vu qu'on a vu les images d'archives, on a pu voir que les mots de Donald Trump, ils étaient forts.
c'est pas des Bah, il est condamné à mort, ces jeunes voilà, garçons. c'est pas des messages d'aide ou de petites condamnations que d'autres célébrités ont faites, comme par exemple juste de la prison ou même des messages de soutien. Ça, ils l'ont pas publié, mais les messages de Donald Trump, ils étaient vraiment forts, et c'est ce qui moi aussi m'a beaucoup impacté Mhm. dans la série. Maë, Ben, déjà, du coup, je suis d'accord avec Nathan. Et aussi, Donald Trump, je pense que c'était quand même important de le montrer dans la série, sinon ça aurait pas été pareil. Et pourquoi c'était important? bah, parce que sans la vidéo, je pense qu'il y aurait des trucs qui auraient changé. Il y aurait quoi? Je sais pas comment dire. Ta personne, ta question, elle est pas dans mon truc là, je sais pas comment répondre. Je voulais pas répondre à ça. Pardon, Du tout. pardon. Bref, et du coup, je sais pas du tout comment répondre à la question. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais? Bah, je veux dire que si par exemple, je sais pas, Donald Trump, il aurait été remplacé par un acteur ou quoi, ça aurait été peut-être un peu ridicule, je pense. Oui. Ok. Ouais. Et est-ce que vous pensez... Alors, la série a maintenant quelques années. Évidemment, elle est sortie pendant le mandat de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que c'était l'une des raisons aussi de montrer Donald Trump, du coup, s'exprimant sur l'affaire et pas... Parce que Donald Trump n'a pas toujours fait de la politique. En 89, il était absolument pas dans le monde politique. Est-ce que vous pensez que c'est un lien, du coup, avec son statut de président à ce moment-là? Nathan? Ben, dans son mandat et dans sa campagne d'élection, Donald Trump, on l'a vu beaucoup très patriote. Donc, qui veut remettre les États-Unis sur la plus haute marche, refaire des États-Unis une grande puissance économique, militaire et tout. Mais en fait, on voit pas derrière le Donald Trump qui condamne des jeunes qui sont innocents mais qui ont été accusés de viol. Mais vraiment, Donald Trump, ça montre aussi un peu ces deux façades qui sont complètement différentes et qui s'entrechoquent un peu selon les idéaux des gens. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer là-dessus? Ok. Et ben, on passe à la prochaine question. On voit les jeunes sortir finalement de prison, cherchant à retrouver leur place dans la société. Pensez-vous que l'on accompagne suffisamment les ressortissants de prison? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'aide pour se réinsérer? Est-ce qu'on leur donne finalement vraiment une seconde chance? On a notamment eu la chance, enfin, en tout cas, on a pu voir dans la série des parcours différents à la sortie de prison. Qu'est-ce que vous en pensez de l'accompagnement des ressortissants? Nanou. Ben déjà, le premier qui est sorti de prison, il a essayé de se relancer dans une vie active. Je me rappelle plus de son nom, mais on a vu que il a pas réussi il a eu un boulot, mais pas suffisant pour vraiment gagner sa vie. Et même il s'est trouvé une copine, mais il a pas réussi à vraiment financer une vie de famille. Et du coup, on l'a vu directement retomber dans des travers qu'il a dû apprendre par rapport à ses années de prison. Par exemple, là, on avait vu, c'était de la vente d'héroïne, il me semble. Je sais plus la drogue que c'était. Mais en tout cas, oui, de la vente de drogue. Ouais, c'était, tout à fait. ouais, c'était un marché de drogue et on l'a vu vraiment vite retomber et donc dans ce cas-là, l'accompagnement n'est pas suffisamment nécessaire parce que sur des prisonniers qui ressortent de prison, on leur met vraiment une étiquette de criminels, alors que techniquement ils sont sortis de prison, c'est censé être des personnes qui ont purgé leur peine, qui ont justifié un peu leurs actes devant la justice, et donc ils devraient être comme tout le monde tant qu'il n'y a pas cette histoire de récidive. Oui, bien sûr. Ouais. Quelqu'un d'autre peut parler là-dessus? Ouais, Samuel. Ben, pour revenir à l'étiquette du criminel, ben, du coup, pour lui, même une femme, à un moment, elle dit que ça va être compliqué pour trouver du travail parce que vu qu'il a cette étiquette, eh ben, tout le monde a des préjugés sur lui. Oui. Et du coup, c'est difficile pour rentrer dans cette vie active. Surtout qu'il a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de personne qui l'accompagne. Ouais. Oui, tout à fait. Adexa. Moi, ce que je trouve surtout injuste, c'est que, oui, bien sûr, il n'y a pas d'accompagnement pour les prisonniers quand ils ressortent, etc. Mais ce que je trouve injuste, c'est que les familles, du coup, elles sont impliquées dans l'affaire aussi.
Oui. Et du coup, par exemple, je sais plus, la mère de Corée. Ouais. Ok, merci. Elle a perdu son emploi et elle recherche du coup un autre job et du coup tout le monde lui dit non parce que ton fils est un violeur. Ouais. Alors que non. Bon après voilà. De un non et puis en plus c'est son fils, ce n'est pas elle quoi. Ouais. Et du coup c'est cet aspect-là que je trouve injuste, c'est parce que même les familles en fait elles sont impliquées dans entre guillemets les actes criminels de leurs enfants. Oui, tout à fait. Oui. Nanou. Et en plus, pour revenir à celui qui a été incarcéré, il a une situation très difficile parce que c'est pas comme les autres détenus qui ressortent et qui peuvent, malgré l'étiquette de prisonnier qu'ils ont eu, peuvent essayer de retrouver un travail. Lui, il a été prisonnier, mais il a pas eu seulement l'étiquette écrite sur un CV ou je ne sais quoi, mais il a eu l'étiquette des médias. Ouais. Il a été propulsé de partout aux États-Unis. Donc, tout le monde connaît sa tête. Qu'il aille, par exemple, si on fait un vol et qu'on est condamné à une peine de prison et qu'on recherche du travail, peut-être dans son état, dans sa campagne, je ne sais quoi, on va être mal perçu. Mais si, par exemple, on est d'un côté des États-Unis, qu'on va de l'autre, on n'est pas connu de tout. Alors que là, eux, ils ont été propulsés par les médias et donc forcément dans tous les États-Unis. Et même nous, en France, on a vaguement suivi l'histoire. Donc forcément, c'est dur de se reconstruire même dans un autre pays. Oui. Néanmoins, j'ai un peu une question. Je sais que par exemple, quand on veut être animateur, animatrice, on doit fournir le casier numéro 3, je crois, judiciaire. Est-ce que pour autant, vous seriez OK, donc vous actuellement en tant que mineur, peut-être un jour potentiellement parent, de savoir que quelqu'un qui a fait de la prison s'occupe de vous, s'occupe de votre enfant, parce qu'on parle de seconde chance, mais à l'inverse, est-ce que, moi je vous le dis tout de suite, quelqu'un a fait de la prison qui s'occupe de mon fils, je serais pas tranquille, en toute sincérité. Hein. Waouh, toutes les mains se lèvent. Allez Sam. Ben surtout que là c'est une affaire de viol, du coup c'est encore plus fort. Voilà, c'est juste oui, bien sûr, oui, t'as raison, tu recontextualises. Ouais. Bah c'est ce que je voulais dire, mais aussi ça dépend aussi de la condamnation de ce qu'il a fait. Oui. Genre les années ou même le truc qu'il a fait. Oui, il a détourné des fonds financiers. Oui, s'il a fait un truc par rapport à l'argent, tu vois, je me dis bon, limite, s'il peut apprendre 2-3 trucs à mon gamin, vas-y. Tu peux détourner quelques milliers d'euros, vas-y. Pourquoi pas, Nanou. Après, je pense aussi selon les cas pour lesquels ils ont été en prison, je pense que selon les cas, ils doivent pas avoir des responsabilités sur d'autres. Ouais. S'il y a cette histoire, par exemple, un viol et qu'il y a une responsabilité dans son travail sur une autre personne, donc travailler par exemple en centre de loisirs, en EHPAD, même à l'hôpital, moi je me sentirais pas en confiance en sachant qu'il a fait déjà du mal à une autre personne et que on ne sait pas quelle idée il a. Mais oui, si c'est un détournement de fonds et qui s'occupe d'enfants, moi j'en vois pas genre limite thème de la semaine au centre de loisirs, la case des papels quoi. On exact. Alexa. Moi, je reviens du coup sur ce que tu dis, Nathan. C'est vrai que si mon enfant, par exemple, je prends l'exemple du centre de loisirs, était encadré par des animateurs, par un animateur qui potentiellement a fait de la prison, c'est vrai que je serais pas tranquille. Mais alors du coup, il faut pas parler de deuxième chance, parce que du coup, on l'accorde pas vraiment cette deuxième chance. Du coup, moi, je trouve ça dommage parce que même si, ok, il a fait de la prison. Il y est allé pour des bonnes raisons. Il en est peut-être sorti parce que justement il s'est bien conduit, etc. Donc il est peut-être sorti pour de bonnes raisons aussi. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour lui de le protéger au final, par exemple de pas le mettre au contact du public, parce que même si il a purgé sa peine, il a changé, il a vraiment travaillé, au final on le remettra toujours en question et c'est un peu toujours quelque chose dont on a peur quand on est notamment animateur ou ce genre de métier. On a toujours peur de se retrouver accusé à tort de quelque chose qu'on n'a pas fait ou commis, par exemple sur un enfant ou quoi. Est-ce que, en fait, c'est pas aussi lui le protéger parce que
tout le monde va suranalyser, surinterpréter, inventer aussi. Est-ce que c'est pas aussi peut-être finalement le protéger un peu quelque part? Au-delà effectivement, du coup, la seconde chance n'existe pas vraiment. Je suis assez d'accord là-dessus. Oui. Nanou. Moi là-dessus, je suis plutôt d'accord parce que si il a fait de la prison et que directement il est réintégré dans une association par exemple qui s'occupe de d'autres personnes et qui fait juste un petit acte déplacé, ben chaque personne va essayer de protéger et eux et par exemple la personne de leur famille ou autre qui a été du coup victime de cette petite déviation de la personne, et ben il va essayer de vraiment de un peu l'enterrer en le remettant dans son passé alors qu'il a fini sa peine. Donc oui, il a réparé voilà, il a réparé ses erreurs. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus? Ok, et ben question suivante qui va être rapide. Vas-y Maoué. Dans leur regard est une série forte basée sur une histoire réelle. Quel mot puis-je mettre sur les sentiments que j'ai eus en regardant cette série? Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et on dit 2-3 mots comme ça sans forcément développer, liés plus aux émotions qu'on a ressenties. Ok, qui veut commencer? Vas-y Maoué. Beaucoup de stress. Ouais. Surtout pour l'épisode de Corée, je pense. Ok. De l'injustice. Ouais. Et je sais pas comment dire, mais de colère? Ouais, voilà. Ok. Beaucoup de colère. De la rage. Moi, je veux bien le faire, du coup. De la frustration. Je me suis sentie très, très, très frustrée. Énormément d'injustice, bien sûr. Et beaucoup de peine, de tristesse, de pleurs. Voilà, cette notion de vraiment tristesse. Nanou. Moi, ce serait colère, pareil, de l'engouement. Parce que quand on voit qu'ils commencent un peu à s'en sortir chacun de leur côté au tribunal, et ben on a vraiment l'impression d'être vraiment derrière eux, de les soutenir et tout. Et après aussi de la déception, parce que d'un coup au tribunal, ça leur tombe dessus. Et on est autant choqués un peu parce que tout était en faveur d'eux au tribunal. Ils étaient super bien défendus pour les avocats qu'ils avaient. Et juste le rôle de la police, ça les a fait tomber. Et pour moi, ça a été une grosse déception. Adexa, 3 mots. De l'angoisse. Ouais. De beaucoup d'injustice. Ouais. Et de la manipulation. Ouais, aussi. Samish? Moi, c'est un peu comme tout le monde, mais beaucoup de frustration, comme toi, Chloé, comme Maë, de la colère, aussi Nathan. Mais voilà, tout le monde a dit. Ouais. Et ben on va passer à avant-dernière question. Que pensez-vous de la compensation de 46 millions de dollars qu'ont touché les jeunes quand enfin ils ont été reconnus innocents? Bon, c'est beaucoup, 46 millions de dollars. Ouais. C'est pas assez. Eh ouais. Samish? Du coup, oui, c'est pas assez. Parce que ils ont passé 10 ans. 10 ans de leur vie dans une prison. Donc, ils ont gaspillé leur vie, du temps. Oui. Voilà. Donc, je trouve que ils méritent cet argent. Ils méritent même d'en avoir plus parce que pour profiter de la vie qui leur reste. Nanou? Moi, pour moi, vraiment, la plus grosse richesse qu'on peut avoir, c'est notre temps et le temps qu'on peut passer avec tout le monde. Et le fait qu'on leur ait enlevé ce temps, moi, je trouve que l'argent, elle réparera jamais ce temps manqué par rapport aux autres. Même si on a beaucoup d'argent, qu'on va pouvoir profiter après, il y a toujours cette en plus, ils étaient adolescents. L'adolescence, être adulte, c'est notre plus grande période. C'est celle qui dure le plus longtemps dans la vie. Et alors que l'adolescence, c'est presque la plus petite. Oui. Parce que l'enfance, ça dure 10 ans. L'adolescence, c'est moins. Oui. Et je trouve que perdre du temps dans son adolescence, c'est horrible parce que moi qui suis en pleine adolescence et même en fin d'adolescence, je me dis que ça a été l'une des meilleures périodes de ma vie. C'est là où j'ai rencontré le plus de personnes, où j'ai eu les meilleurs moments. Et je me dis que comparé à eux, moi je l'ai vécu alors que d'autres l'ont vécu. Par exemple comme Corée, dans une cellule d'isolement, à se faire frapper, à avoir beaucoup d'ennuis et à être propulsé
dans une affaire dont ils sont innocents totalement. Alexa. Moi, je rejoins un peu Nathan, du coup. C'est vrai que, du coup, ils ont perdu beaucoup de temps. Ils ont perdu, une partie de leur vie, en fait. Et moi, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il arrive quelque chose de grave à une famille ou autre, c'est direct, on vous donne de l'argent. Oui. Genre, l'argent, c'est un peu le cache-misère de la peine, quoi, en fait. Et cette phrase est bien. Elle est bien. Elle est bien, cette phrase. Et donc, du coup, moi, je trouve ça un peu injuste parce que, ok, ils ont eu de l'argent et dans leur cas, à eux, c'est bien parce que ils viennent de milieux un peu défavorisés pour certains. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est bien. Mais pour ce qu'ils ont vécu en prison par rapport à la Corée, où c'est pas assez, quoi. Et c'est pas suffisant. Et je pense peu importe le montant, ça aurait oui, de toute façon, peu on aurait importe tous le été montant. d'accord pour dire je vois c'est pas assez 100 millions, 300 millions. Enfin, je pense il y a aucun montant qui nous ferait dire oui, bon ça on peut se permettre de passer à côté de 10 ans de sa vie avec ça, quoi. Mais du coup, moi je suis d'accord vraiment avec tout le monde, le temps c'est la chose la plus importante, mais c'est vraiment une question. À part l'argent, qu'est-ce qu'on aurait pu leur donner? Eh oui. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, tout à fait. Samish. Et du coup, moi, je voulais dire que on n'a pas su du coup ce qui se passait pour les policiers et aussi l'inspectrice qui s'occupait de l'affaire. Et moi, du coup, si je m'occupais de la justice, je leur aurais donné le même temps qu'aurait passé. Mais moi je trouve qu'ils méritent. Ouais, je suis d'accord. 10 ans de prison? 10 ans de prison, la même peine pour eux, parce que c'est de leur faute, c'est eux qui ont pas fait leur travail, qu'ils ont les policiers qui ont manipulé les jeunes, l'inspectrice qui a complètement passé l'affaire, qui a dit c'est eux sans aucune preuve, c'est eux à la base. Et du coup, je reviens au début du podcast où tu disais on corrige pas quelqu'un qui a tué en le tuant, on donne le mauvais exemple. Je ne fais que citer tes propos. Oui, mais sauf quand. Mais je suis désolée, c'est un peu une contradiction, mais l'humain est plein de contradictions. Ouais. Je sais pas. Non, mais il y a l'idée là-dessus. Il y a une idée. On termine avec après on passe aux deux dernières questions. Moi, j'aimerais juste rebondir sur une phrase que toi tu as dite, c'est quand tu disais quand tu disais je sais même plus si c'était toi, mais qui peut-on être pour donner une peine de mort? C'est Alexa qui l'a dit. Ah c'est Alexa. Ouais. Moi, j'aimerais surtout me poser la question, avec le recul de la série, on peut être qui pour enlever 10 ans de la vie de quelqu'un qui n'est pas coupable? Oui. Et vraiment, ils ont bafouillé toute l'affaire juste pour trouver un coupable, alors que on l'a pas dit depuis le début du podcast, mais pendant que ils étaient tous en prison, celui qui a vraiment commis l'acte, lui, n'y était pas. Oui, tout à fait. Et la justice a mis des innocents en prison pendant que l'autre, vraiment le coupable, il aurait pu le faire 40 fois. D'ailleurs, je crois qu'il a fait d'autres crimes. Oui, il en a fait d'autres. Ouais. Et qu'ils ont retrouvé tout, qu'ils ont trouvé que c'était lui. Mais que vraiment, il aurait pu faire vraiment beaucoup plus et avoir la même finalité d'autres innocents en prison à sa place. On va passer à l'avant-dernière question. Recommanderiez-vous cette série? Si oui, à qui et pourquoi? Oui, d'ailleurs, pardon Alexa, c'est vrai qu'hier quand je t'ai dit regarde cette série, j'ai oublié de faire un peu des trigger warnings dessus en disant par contre attention, c'est dur, attention, c'est voilà. Bah ouais. Alors, est-ce que tu recommandes cette série? Ah oui. Alors oui, à 100% parce que je dirais pas qu'elle est divertissante, mais c'est quand même c'est sur des faits réels, donc c'est assez c'est bien de le savoir quoi. Ouais. Et puis c'est assez la fin fait du bien. Enfin, même s'ils ont perdu, je sais pas comment dire, mais c'est un happy end. C'est plein de stress, mais à la fin c'est. Ouais. Si tu devais dire quelqu'un comme ça dans ton entourage, toi, tu regardes cette série, tu penserais à qui? À ma maman.
Ok. Parce que elle aime bien les séries comme ça, et puis je sais qu'elle elle va se poser plein de questions sur ça et tout. Elle l'a regardé? Non, je pense pas. Mais après le podcast, je pense qu'elle va regarder. Ok, donc Cécile, Ouais. là, tu lances la série sur Netflix. Bisous, Ok. maman. Nathan, est-ce que tu recommanderais cette série? Oui. À qui? Pourquoi? Oui, je la recommanderais vraiment énormément et à qui le voudra. Mais en particulier à des nouveaux parents. Parce que Oh, c'est pire. Oh. non, parce que on peut se dire que malgré la super bonne éducation que tous les parents ont donné à leurs enfants, eh ben ils ont été juste là au mauvais moment et au mauvais endroit et le sort s'est acharné sur eux. Et donc on peut se dire que ça peut arriver à tout moment à tout le monde. Et ces parents, ils peuvent se mettre à la place des parents qui sont Oui, c'est vrai. dans la série. Ouais. Et moi-même, je l'ai recommandé à mes parents et d'ailleurs, ils l'ont pas regardé. Et moi, je me mettrais, si j'étais eux, je me mettrais vraiment à leur place et à comprendre toutes les actions, le père absent, tout. Ouais. Et donc, tu dirais, Marie-Laure et Cyril, vous regardez cette série? Maintenant. Alexa, est-ce que tu recommanderais cette série? Oui, à qui? Pourquoi? Alors, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Après, dans mon entourage... Qui ne l'a pas regardé, du coup? Parce que j'ai fait un peu du lobbying avant. Je sais pas vraiment à qui la recommander dans mon entourage. Ok. Mais après, oui, je pense un peu comme Nathan, peut-être à des familles pour les sensibiliser à ça. Mais après, en vrai, je pense que un peu tout le monde. Ouais. Pas aux jeunes, pas aux très très jeunes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de violence et physique et psychologique. Ouais. Et c'est dur à regarder. Moi, je pense que, alors oui, de toute façon, je cesse de recommander cette série depuis des années. Je dirais Benjamin, regarde cette série. Et je dirais Lulu, qui écoute aussi ce podcast, regarde cette série. Et ouais, effectivement, gros trigger warning quand même. Elle est lourde, elle est pas facile. C'est des faits réels. Donc en plus, on part pas dans le côté fiction des choses où une fois que l'histoire est terminée, elle est finie. Non, il y a des vraies personnes. Et d'ailleurs, pour compléter cette série, pour information, sur Netflix, il y a une émission avec Oprah Winfrey, avec donc les acteurs de la série, mais aussi les vrais gars qui sont maintenant des adultes, les anciens adolescents, qui ont vécu cette histoire. Si vous voulez aller encore plus loin que la série, qui est très intéressante. Voilà. Et on va, du coup, Samuel, tu veux pas? Moi, je la conseillerais aussi, mais juste, moi, la fin, j'ai trouvé un peu, enfin, après, c'est une histoire réelle, on va pas changer la fin. Oui. Mais, il fallait qu'un bateau prenne un iceberg à la fin, un truc un peu original, quoi. Non, mais c'est que c'était précipité et j'ai l'impression il y a une personne, elle est arrivée comme ça et, tada, c'est la fin, quoi. Enfin, Ok. Mais après, je la conseille, oui. Parce que ça nous apprend des choses, l'histoire des États-Unis, enfin une partie de l'histoire, une petite partie. Et oui, je la conseille. Et après, à qui, je sais pas, mais à peu près tout le monde. Enfin, oui, pas une personne en particulier. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Et on va passer sur le mot de la fin. Nous tenons à remercier la mairie de Saint-Étienne-de-Luc d'Arès qui nous a prêté donc les locaux pour pouvoir enregistrer ce deuxième épisode d'Un peignoir au ciné. Nous remercions évidemment l'association Papilou qui porte le club ado à l'année, sa présidente Cécile Triolier, le directeur Benjamin Robert qui a créé également ce podcast. Nous remercions également Thomas, l'informaticien qui nous a encore prêté du matériel, cette fois-ci un câble, pour pouvoir faire cet épisode. Nous remercions évidemment nos partenaires financiers, la communauté de communes Montagne d'Ardèche, la CAF. C'est grâce à eux qu'on a pu acheter le matériel et c'est grâce à eux que vous avez un si joli son. Et nous remercions évidemment la présence de chaque ado, que ce soit autour du micro, mais aussi en régie, au montage. Merci Robin pour le travail que tu vas faire pour découper tous les passages à retirer. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode d'Un peignoir au ciné. Nous espérons que vous avez passé un bon moment à nous écouter. Et que vous avez peut-être débattu avec nous.
N'hésitez pas à nous donner votre avis sur notre compte Instagram ou Facebook Club Ado de Saint-Étienne de Luc d'Arès. Le prochain épisode sortira probablement avant cet été. Et sur ce, Ciao!